Nous avons avec nous en visuel Monsieur David Shane, qui est inspecteur et responsable des communications au service de police de la ville de Montréal. Bon après-midi, Monsieur Shane. Bon après-midi à vous aussi, M. Pierre. Comment ça va? Ça va très bien vous-même? Moi, ça va bien, même quand ça va mal. Bon, je suis content qu'on fasse une entrevue ensemble. Il me semble que ça faisait déjà trop longtemps. C'est bien, moi aussi, mon impression. Alors, Monsieur Shane, la police de la ville de Montréal décide d'aller rencontrer les communautés culturelles, certaines communautés culturelles. En tout cas, il y a un programme qui est établi pour 2024, surtout en regard avec ce qu'on appelle la violence par arme à feu. Donc, pourquoi cette décision, pourquoi on prend cette décision d'aller rencontrer? Est-ce que ça voudrait dire que la violence à Montréal, la violence par arme à feu est synonyme de communauté culturelle, de communauté ethnique? Oh, pas du tout, M. Pierre. Je pense que si vous me permettez de préciser, donc le projet qui est mis de l'avant par le directeur Daguerre, c'est de réactiver ce qu'on appelle les structures de vigilance. Alors, ces structures existaient auparavant au service de police de la ville de Montréal et à l'époque, on avait différents comités. Des comités qui nous servaient à rencontrer les représentants de diverses communautés ou en fonction de dossiers sociaux particuliers. Alors, par exemple, si on avait un comité, par exemple, qui traitait des enjeux de la communauté asiatique, bien là, à ce moment-là, le SPVM avait fait des contacts pendant de nombreuses années pour identifier les personnes, les grands leaders de ces communautés, les gens les plus influents, les gens qui représentent bien la communauté. Pourquoi? Bien, pour qu'on puisse aller au-devant, qu'on puisse garder le pouls de ce qui se passe sur le terrain, le pouls des préoccupations, des inquiétudes, des suggestions et qu'on puisse toujours être capable de façon bilatérale d'améliorer le service du SPVM. Alors, c'est vraiment en toute humilité, en toute ouverture, parce que le SPVM veut toujours faire mieux, qu'on veut rétablir ces structures-là. Et ces structures-là, M. Pierre, ce n'est pas juste pour les violences armées. Je comprends que ça a été annoncé dans le cadre du forum qui se déroule en ce moment à Montréal là, sur les violences armées, la lutte aux violences armées. Sauf que c'était une intention du directeur Daguerre presque depuis là, les derniers mois qui avait déjà commencé à cogiter ça. Mais là, on profite du forum pour l'annoncer. Et naturellement, une police se doit d'être le reflet de l'ensemble de la société. Est-ce que vous estimez là, que la SPVM représente suffisamment la société dans laquelle elle est implantée, la police de Montréal, qui aurait suffisamment de ces communautés culturelles-là représentées en son sein? Non, pas du tout. On a besoin de faire encore plus d'efforts pour recruter davantage de gens de toutes les origines pour être vraiment le reflet. Idéalement, on serait le reflet à 100% dans la même proportion de pourcentage que la population, les populations de Montréal. On veut avoir les mêmes pourcentages au niveau du SPVM. Mais vous le savez, dans toute organisation publique, c'est un défi. Ça n'appartient pas juste au SPVM. Dans les décennies les dernières décennies, il y a beaucoup d'efforts, par exemple, qui ont été faits pour recruter plus de femmes. Alors, au niveau des femmes également, c'était le SPVM est pas mal en tête de peloton, je vous dirais, en termes de représentativité. On n'est pas encore à 50 on est dans les entours de 30-35 si je me souviens bien. Et on continue la même chose pour les représentants de toutes les diverses communautés, les diverses origines, puis toutes les populations de Montréal. Alors, vous avez peut-être vu, M. Pierre, que le SPVM a lancé il y a quelques jours une nouvelle vidéo de recrutement. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui. Alors, est-ce que vous avez aimé cette vidéo? Oui, oui, absolument. Cela dit, Monsieur Shane, j'ai déjà vu, j'ai connu une période, surtout quand le directeur du SPVM était dans Saint-Michel et même après, j'ai vu pas mal de personnes de ma communauté du temps de Jean-Ernest comme commandant du poste. Il y avait vraiment une représentativité de la communauté noire au sein du SPVM et je crois qu'on a tendance
tendance à ne pas renouveler cette représentativité-là. Qu'est-ce qui explique cette situation du fait que le SPVM n'est pas suffisamment en son sein des membres des communautés culturelles représentatives de l'ensemble de la société? Je pense que vous posez une excellente question, M. Pierre. Je pense qu'il y a de nombreux facteurs qui ont cette influence. Certainement que le SPVM fait énormément d'efforts pour augmenter la représentativité depuis de nombreuses années. Je pense que ce pourcentage augmente lentement, mais il augmente. Je pense que c'est une des raisons, entre autres, pourquoi on veut être encore plus près des communautés, des populations, directement au niveau des postes de quartier. Alors, au SPVM, les relations avec les différentes populations, ça commence au niveau très local. Ça commence par l'équipe du poste de quartier, par le chef de quartier qui a pour mandat de connecter avec la population en fonction de ses besoins, en fonction de ses réalités. Évidemment, avec des bons échanges, avec des bonnes alliances, avec des bons modèles, bien là, on peut inspirer les jeunes à vouloir venir faire carrière au SPVM. Vous savez, M. Daguerre, je suis souvent avec lui dans différentes présentations et il mentionne souvent à quel point les familles ont un rôle à jouer pour permettre ou encourager leurs jeunes de joindre les rangs de la force policière. Il nous parlait de son propre exemple, où est-ce que son propre père, ça avait été très difficile. C'est pas quelque chose qu'il acceptait bien. Donc, il y a les familles aussi qu'il faut convaincre. Alors, c'est un travail vraiment là, sur plusieurs plans pour qu'on puisse ensemble augmenter la représentativité. Et au sein, si on parle de la communauté noire, au sein du SPVM, vous reconnaissez déjà, études à l'appui, qu'il y a un problème de racisme systémique, qu'il y a un problème de profilage racial, et cela depuis plusieurs années. Et est-ce qu'on peut dire au moment où on se parle qu'il y a suffisamment d'efforts pour aller plus loin que reconnaître, c'est un premier pas, hein, reconnaître l'existence de la problématique, mais faire en sorte que ça disparaisse presque totalement au sein du SPVM, le racisme systémique et aussi le profilage racial? Ben, c'est encore une très grande question, M. Pierre, et le SPVM est engagé sur cette voie-là. Vous avez sûrement entendu à maintes reprises notre directeur, il pave la voie, pas juste au SPVM, mais je pense même sur la scène plus large que seulement Montréal. C'est un modèle pour nous à ce niveau-là. Il y a énormément d'efforts qui sont faits. Ce n'est vraiment pas parfait. On doit intensifier les efforts, mais on doit vraiment travailler sur un changement en profondeur. On ne peut pas juste faire certaines modifications. On ne peut pas avoir une baguette magique qu'on peut brandir et tout à coup, tout est réglé. On parle d'êtres humains. De part et d'autre, il y a des conversations, des rapprochements à avoir. Plus on se connaît, plus les barrières tombent et mieux ça va. Évidemment, on a un travail à faire qui nous amène des fois à être dans des situations, par exemple, d'arrestation, ce genre de choses qui sont jamais vraiment plaisantes. Nous, ce qu'on vise, c'est vraiment les comportements plutôt que les gens ou les communautés. Alors, c'est vraiment sur les comportements qu'on veut travailler. Donc, en ce moment, on est en train d'avancer sur la mise sur pied d'un plan d'action qui sera éventuellement présenté par M. Daguerre pour optimiser encore plus les efforts qui sont faits au SPVM pour ce rapprochement et pour lutter contre le racisme, même à l'intérieur de l'organisation. Vous savez, la Ville de Montréal aussi a pris des actions dans les derniers mois pour dénoncer et pour dire à tout le monde, faire un énoncé, un statement, comme on dit en anglais, que le racisme ne sera pas toléré à la Ville et certainement pas toléré au SPVM non plus. Donc, il y a des efforts à l'interne avec nos employés. Il y a des efforts également auprès des populations qu'on dessert, mais également dans tous les comportements des policiers. Mais tu sais, je pense qu'on peut dire qu'en grande majorité, nos employés se comportent bien. Il y aura toujours certains comportements plus marginaux qui surviennent. À ce moment-là, bien, il y a différents mécanismes qui sont en place qui peuvent être plus ou moins appropriés selon le cas, mais certainement qui existent dans une société démocratique comme la nôtre. Et c'est permis dans une société comme la nôtre
de porter plainte contre un policier et ces plaintes-là sont prises en charge de façon très sérieuse. Mais le plus important, c'est ce changement de culture. C'est ce que le directeur Daguerre a annoncé notamment au début de l'été dernier. Et c'est sur cette voie-là que l'SPVM est engagé. Monsieur Shane, il y a quelques années, justement, pour amener le SPVM, en tout cas le policier, à mieux comprendre le milieu dans lequel il évolue, les gens du milieu, on a implanté les postes de quartier. Mais on a l'impression que peut-être 20 années plus tard, je ne suis pas très sûr du nombre d'années que j'avance, que le SPVM n'est pas plus avancé au point où, à un moment donné, on a voulu revenir sur l'existence des postes de quartier. Est-ce que ça valait la peine d'avoir les postes de quartier? Est-ce que ça vaut encore la peine de revaloriser ces postes de quartier pour mieux connaître le milieu, les citoyens de chaque quartier? Oui, Monsieur Pierre, ça vaut la peine. Euh, Très récemment, dans le dernier mois, on a procédé à une réorganisation de nos effectifs, une réorganisation administrative que, bon, pour les citoyens, euh, ça a peut-être peu d'importance, mais je vais vous dire en quoi ça a une importance pour la conversation qu'on a aujourd'hui, vous et moi. C'est que dans cette réorganisation-là, on vient placer les postes de quartier au cœur de l'organisation. On les ramène au cœur. Parce que c'est sûr qu'à un moment donné, année après année, une décennie passe. Ce qui arrive à un moment donné, c'est au niveau des ressources, les ressources humaines, les ressources financières. Il peut y avoir une tendance à recentraliser les effectifs pour économiser sur l'infrastructure et ainsi de suite. Et là, je ne veux pas trop m'enliser dans des notions plus théoriques de gestion, mais ça arrive qu'à un moment donné, une organisation ait une tendance à venir se centraliser pour économiser un peu des ressources. Et avec M. Daguerre et avec la réorganisation qu'on a fait, on a dit non, stop. Là, en ce moment, l'important, c'est comment on travaille. Ça, c'est plus important. Alors, la philosophie de la police de quartier qui avait été amenée par Jacques Chéneau, l'ancien chef de police, en 1997, c'était pas mal proche de la réponse, cette philosophie-là se poursuit, renaît et est revigorifiée au SPVM. Et je vous dirais qu'à tous les niveaux, on passe le message à nos gestionnaires, à nos employés, que ce sont les postes de quartier qui sont au cœur et toutes les autres unités sont là pour les appuyer. Alors, on veut que les chefs de quartier, avec leur équipe locale, eux, ce sont les directeurs de police dans leur arrondissement ou dans leur secteur. Ils sont l'équivalent du chef, mais à leur niveau, comme vous avez connu à l'époque, vous mentionniez tantôt à Saint-Michel ou avec Jean-Ernest. Alors, c'est ce qu'on ramène et tout le reste de l'organisation l'appuie. Alors, le modèle là, de police de quartier, il est là pour rester. Et dernière question, Monsieur Shane. Euh, Lorsque le citoyen voit un policier, il devrait croire qu'il est proche d'un ami, d'un défenseur, celui qui vient pour le protéger. Mais quand ce citoyen-là a tendance à croire que c'est un ennemi qui est en face de lui, euh, vous pensez la faute est à qui? Est-ce le policier qui a un mauvais comportement? Est-ce le citoyen honnête qui ne veut pas voir la réalité en face? C'est quoi la problématique alors que normalement on est fait pour s'entendre? J'ai besoin de mon policier parce que le bandit, qu'il soit blanc, qu'il soit noir, il va s'attaquer à moi parce que je suis un honnête citoyen. Oui, bien, c'est encore une fois une question qui est complexe. Je vais tenter de vous apporter quelques éléments. La première chose, là, c'est que tous les policiers du SPVM, quand il y a urgence, quand on a un appel au 911 pour aller secourir un citoyen, là, il n'y a pas de différence dans l'origine, le statut social, la couleur de la peau, l'orientation sexuelle. Il n'y en a pas. Nos policiers à court vont mettre leur propre vie en danger pour sauver tous les citoyens de Montréal. Et ça, c'est notre engagement et c'est notre mission et on prête serment de faire ça. Ça, c'est clair. Maintenant, ce que vous mentionnez, c'est plus dans les activités, dans les opérations policières, l'application du Code de sécurité routière et ainsi de suite. Il peut y arriver qu'il y ait de la friction entre un policier et un citoyen. Et la question n'est pas de dire à qui la faute. La première responsabilité, je pense que c'est l'organisation qui détient un certain pouvoir. Vous savez, les policiers ont un certain pouvoir, les juges, les politiciens, ils ont un pouvoir. Avec le pouvoir vient la responsabilité, cependant. Alors, nous,
on prend cet engagement, on a un code d'éthique, un code de déontologie. Et vous savez, il y a un principe en criminologie qui dit que la police est la société et la société est la police. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne peut pas s'attendre à ce que les policiers soient autrement que le reflet un peu de la mentalité des valeurs d'une société. Alors, les gens, quand ils entrent dans la police, ils entrent, ils ont été élevés, ils ont grandi dans cette société que nous sommes et ils deviennent policiers. Alors, ils arrivent avec des stéréotypes, ils peuvent arriver avec des préjugés, mais en tant qu'organisation policière, avec l'ensemble de la formation, une des meilleures au monde, 3 années de technique policière, 3 mois d'école de police, sincèrement, j'ai voyagé un peu, il y a peu de pays qui ont ça. Et par la suite, avec tous les codes, vous savez, le nombre de codes auxquels on est soumis, code de discipline, code de déontologie, les codes de conduite d'employés, etc., ce qu'on veut, c'est élever les êtres humains que sont les policiers à des codes moraux et standards encore plus élevés que le citoyen moyen ou le citoyen ordinaire. Alors, c'est sûr que la police a son rôle à jouer par le fait de se rapprocher, comprendre les cultures, comprendre les différentes facettes de la société montréalaise. Et vous connaissez également notre projet Immersion qui a été lancé par le directeur Daguerre, dont on vient de terminer la première cohorte la semaine dernière. Donc, on envoie maintenant nos recrues. À partir de maintenant, tous nos recrues vont être envoyés pendant 5 semaines vivre des expériences dans la communauté pour comprendre les codes, comprendre les réalités, pour que par la suite, quand ils reviennent en uniforme et qu'ils vont répondre à des appels, qu'ils aient déjà cette compréhension, qu'ils puissent se mettre à la place du citoyen. Mais en même temps, vous avez raison que des fois, le citoyen, en interaction avec la police, il y a, c'est sûr, des citoyens qui peuvent avoir des idées préconçues, ils peuvent avoir eu des mauvaises expériences dans le passé, et ça les prédispose à être plus récalcitrants avec les policiers. Ça, il faut faire attention. Il faut comprendre aussi que les policiers, par exemple, quand ils interceptent un conducteur au volant d'un véhicule, le conducteur n'a pas le choix de s'identifier. C'est en vertu de la loi, le Code de sécurité routière. Et là, des fois, il y a des incompréhensions qui peuvent mener à une escalade, puis évidemment, on essaie d'éviter ça. Monsieur Chen, j'avais dit ma dernière question, mais permettez-moi, Monsieur Chen, c'est pas tous les Oh, jours que Monsieur Pierre, j'ai un Shane devant moi. et moi, une pierre. Lorsque vous êtes parent, moi je suis parent, nous avons un enfant en crise et on veut, pour toutes sortes de raisons, hein, c'est peut-être l'usage de la drogue, c'est peut-être la maladie mentale, on veut avoir le support de la police, on appelle un ambulancier. L'ambulancier, avant d'arriver, fait appel à la police et qu'on se retrouve avec un cadavre plutôt qu'un enfant en protection, n'est-ce pas? C'est pas ce à quoi on s'attend, vous et moi, comme parents, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que la police, moi je pose chaque fois cette question-là, la police n'est pas à cette capacité, même si, oui, il doit se protéger d'abord et avant tout et faire tout pour éviter que l'autre, le suspect ou appelons-le comme on veut, n'est-ce pas, mette sa vie en danger. Mais pourquoi il n'est pas en mesure de mettre le suspect hors d'état de nuire sans l'abattre? Or, lorsque vous faites feu, la police fait feu surtout dans les organes vitaux. Ça veut dire qu'on fait feu pour tuer. Hmm. Encore une fois, M. Pierre, une très grande question pour laquelle on peut prendre des heures à échanger. Il n'y a pas de réponse simple, mais ce que je vous dirais, la première chose, heureusement qu'à Montréal, on a des policiers bien formés. Les cas dont vous faites mention sont extrêmement rares. La majorité, presque totalité des cas de santé mentale auxquels on répond se résoudent bien. Alors, il y a des cas extrêmes. Ce que vous mentionnez, je pense que vous avez en tête un cas en particulier dont je ne pourrais pas Plusieurs, mentionner plusieurs, directement, Monsieur Chen. mais quand même, les policiers n'utilisent pas souvent leur arme à feu à Montréal. Il faut faire attention à ne pas se laisser teinter par ce qui se passe, par exemple, aux États-Unis. C'est quand même extrêmement rare. Il y a des années où il n'y a aucun coup de feu également. Ceci dit, chaque cas est un cas d'espèce. Les policiers n'arrivent jamais sur un appel en se disant ah, c'est un problème, on va faire feu et c'est tout. Il n'y a personne qui fait ça. Savez-vous pourquoi? Parce que ça change à jamais la vie de ce policier ou de cette policière qui est appelé à faire feu.
Les gens tombent en maladie, ça leur prend des années, souvent ils ne s'en remettent pas. Ce n'est pas du tout agréable pour personne. Et quand ça arrive, des deux côtés, il y a des victimes collatérales. Évidemment, les familles qui sont éplorées par ça, mais il ne faut pas penser que les policiers, eux, continuent leur travail. Ça, c'est pas vrai. Dans chacune des situations, je pense qu'ici, la conversation s'en va vers, d'un côté, la préparation, la formation des policiers à répondre dans les cas de santé mentale. Et ça, évidemment, il y a toujours de l'amélioration à faire. Ce n'est pas juste la police, c'est aussi le réseau de la santé. Il y a des gens, des fois, qui ont des problèmes graves et qui sont en liberté, qui ne devraient peut-être pas. Les coronaires se penchent actuellement dans des enquêtes publiques sur des cas semblables. Alors, il y a un rôle aussi de la santé à jouer, mais les policiers, on est toujours un petit peu un des derniers remparts de la société. Alors, on est en aval de tous les problèmes de la société. Et nos policiers et policières, quand ils sont appelés, ben, c'est parce que le citoyen a épuisé tous ses recours et démuni, ne sait plus quoi faire. Les autres institutions n'ont pas réussi. Et à ce moment-là, on se présente et on fait tout ce qu'on peut. Alors, ensuite vient le volet de ce qu'on appelle l'emploi de la force. Alors, quand on fait face à un individu qui est agressif, qui peut être armé d'un couteau, s'ils foncent sur les policiers, alors là, les policiers vont devoir juger en une fraction de seconde du danger pour eux, pour les gens autour. Ils vont devoir prendre une décision. Encore une fois, on utilise de plus en plus avec les nouvelles technologies, les nouveaux appareils, les nouveaux outils. Si je compare à quand moi, je suis rentré dans la police il y a 28 ans et aujourd'hui, nos policiers sont beaucoup mieux outillés pour utiliser des armes intermédiaires, par exemple, qui permettent de maîtriser une personne sans avoir recours à l'arme à feu. Alors aujourd'hui, il y a différentes options d'emploi de la force qui ne sont pas létales. Et malheureusement, quand le policier en vient à prendre la décision ultime d'utiliser son arme à feu, ce qui est enseigné, c'est de tirer dans le centre-masse. Alors, il n'y a pas de... On ne vise pas la jambe, le pied, la main, ça, c'est dans les films. Il y a plusieurs raisons. Moi, je ne suis pas un expert en emploi de la force. Un jour, peut-être, si vous voulez faire une entrevue avec quelqu'un, un expert en emploi de la force, je pourrais vous référer quelqu'un. Mais en somme, il y a toutes sortes de choses qui se passent. C'est qu'il faut, quand le policier prend cette décision-là, c'est parce qu'il considère qu'il est en danger de mort lui-même ou des gens autour de lui. Et là, on doit arrêter cette menace-là. Alors, dans le stress, dans la rapidité des événements, dans l'environnement montréalais où il peut y avoir des gens autour, on ne peut pas commencer à viser des petites parties du corps qui sont encore plus en mouvement. Alors voilà, j'ai tenté de vous brosser un peu un tableau, M. Pierre. C'est pas complet, là. On pourrait en parler très longuement, mais j'espère avoir répondu à votre question. David Shane, inspecteur et responsable des communications au SPVM, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler. J'espère qu'on se reparle. Et puis la radio CEPAM est à la disposition de la police de la ville de Montréal. Le directeur Daguerre, c'est un Haïtien, il n'a seulement pas la couleur, n'est-ce pas? Il connaît tellement bien sa communauté haïtienne. Alors, on est là, on est prêt pour collaborer avec la police en tout temps. Et je vous remercie surtout d'avoir répondu vraiment au mieux de vos connaissances à des questions, mais toujours de manière respectueuse. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir, M. Pierre, et vous savez, on vous transmet tous les communiqués de presse du SPVM. Alors, vous êtes à l'affût, n'hésitez pas, vous non plus, à faire appel à nous, puis on va se rendre disponible. Merci beaucoup et puis Bon, à la prochaine. à la prochaine. Au revoir. Au revoir.